Il est 11 heures. Donc soit on laisse encore 1 ou 2 minutes, mais je pense que c'est pas la règle du jeu. Hein. La règle du jeu, c'est de démarrer à l'heure pour terminer à l'heure. Notre objectif dans cette petite conférence, c'est de vous présenter les principales nouveautés du futur arrêté du 2 août 77. Alors on ne sait pas s'il va s'appeler en 2017 ou 2018, on ne sait pas si ça sera en août 2018 ou en janvier 2018, on ne sait toujours pas ça, oui, c'est des choses qui arrivent. Mais notre objectif, c'est de vous présenter pourquoi. Dans un premier temps, on a révisé cette réglementation, dans quel but, et puis de quelle façon elle a été modifiée, avec toute sa simplicité et de temps en temps un peu de complexité aussi. Donc on va essayer de vous présenter cela. Avant de démarrer, je parle au nom de GRDF, mais je représente aujourd'hui le Centre national d'expertise des professionnels de l'énergie gaz que je préside, qui est une association qu'on vous présentera aussi dans la présentation. Et puis à mes côtés, eh bien notre maître de conférence, Dominique Métivier du ministère de l'écologie, qui nous a confié la lourde tâche de participer à l'évolution de cette réglementation et qui bien sûr a co-construit avec nous ce projet d'arrêté. Il nous parlera donc des raisons, du pourquoi, du choix, etc., etc. Voilà, je vous propose qu'on démarre. Dominique, à moins que tu veuilles donner un signal. On y va, c'est un bon signal ça. Alors, avant tout, de quoi parle-t-on ? On va parler d'une réglementation, bien sûr, qui intéresse les installations de gaz, mais pour ceux qui connaissaient l'ancienne réglementation, grosso modo, le périmètre a peu changé. On reste sur des installations qui concernent les bâtiments d'habitation individuels et collectifs. Et puis, ce qu'on peut dire quand même, je pense que c'est préférable de vous l'afficher, c'est que si le périmètre n'a pas changé, on a intégré à l'intérieur les locaux qui vont contenir les appareils et puis tous les matériels et accessoires de gaz. Alors est-ce que tu veux nous donner un point sur le périmètre? Pourquoi certaines choses ont été prises en compte? Exemple, on a pas pris les caravanes, etc. Alors, il y a plusieurs... Mais bon, il y a plusieurs raisons. Alors, première raison, bon, on parle de règles techniques et de sécurité. Donc, 2 points importants. Donc, tout ce qui s'en écarte, finalement, ne figure pas dans le texte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant les matériels. Là, on a été obligé de reprendre, je dirais, tout ce qui existait, et éventuellement même à l'étendre ou à le préciser, de manière à ce que justement il n'y ait pas de trou dans la raquette en quelque sorte. Donc ça c'était important. Concernant les locaux et autres emplacements, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre arrêté n'est pas un arrêté relatif à la lutte contre l'incendie. Donc tout ce qui relève de la lutte contre l'incendie n'a pas lieu d'être présent dans le texte. Donc c'est les 3 points importants que je pouvais signaler. Est-ce que ça suffit ? Oui, alors je rajoute, dans le même esprit que les règles contre l'incendie, on dit qu'elles ne sont pas prévues dans le texte. Alors je mets juste une petite précision sur le sujet. En fait, il y a d'autres ministères qui gèrent la sécurité incendie. Donc le ministère du Logement va donner les caractéristiques coup-feu d'un certain nombre de planchers, de parois, de gaines, etc. Nous, dans ce règlement, on va préciser comment on distribue le gaz à l'intérieur d'un immeuble et lorsque, dans cet immeuble, il faudra mettre les installations dans des gaines ou lorsqu'elles traverseront, on en parle, on dit bien évidemment, il faut mettre les installations de gaz dans des gaines coupe-feu. Mais le degré coupe-feu, ce n'est pas ce texte qui le précisera, c'est le texte, par exemple, du 31 janvier 86 sur le règlement incendie de l'habitation. On a pris la même démarche avec la santé et donc l'hygiène ou les qualités d'air intérieur. Et puis on a eu aussi cette démarche avec, on avait la santé, l'incendie et puis je ne m'en rappelle plus, 3e point. Ça reviendra, vous le direz tout à l'heure. Malgré tout, on voit que ce texte qui datait de 77, si on n'y change pas le périmètre, si on ne prend pas plus de choses qu'avant, on peut s'interroger sur le pourquoi et la nécessité d'une refonte. En réalité, on s'aperçoit que ce texte est inadapté
dans son environnement réglementaire. Aujourd'hui, beaucoup de textes gravitent autour de l'arrêté du 2 août 77 et rendent obsolète une partie de ces prescriptions. Et puis, un deuxième point, c'est ce texte qui a été bâti dans les années 70, finalement ne répond plus aux caractéristiques de construction d'aujourd'hui. Donc il fallait trouver des solutions pour pouvoir répondre aux besoins d'évolution, de performance, d'amélioration du bâti et de comportement dans le futur. Alors, concernant le contexte réglementaire, bon, en 1977, il n'y avait pas grand-chose à part quelques textes nationaux, alors qu'aujourd'hui nous avons des textes européens qui régissent beaucoup de choses dans le domaine du gaz. Alors nous avons une directive appareil à gaz qui est sur le point d'être abrogée et remplacée par un règlement appareil à gaz, et puis un règlement produit de la construction, qui lui, je devrais être un petit peu le petit trublion dans le dispositif vu de notre fenêtre nationale. Donc il fallait donc prendre en compte toutes ces choses-là de manière à ce que justement la nouvelle réglementation soit, je dirais, conforme à l'esprit et à la lettre de ces textes communautaires. Concernant le gel de la réglementation contre l'inflation normative, alors le moratoire au moment où le texte a été proposé, c'était 1 pour 1. Alors maintenant, je signale, c'est 1 pour 2. Alors donc on est... mais enfin, on respecte la règle quand même, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est un truc qui nous paraissait intéressant, de profiter de l'occasion pour nettoyer les fonds de tiroir où on trouve des textes en tout genre, qui parlent dans tous les sens, de nettoyer tout ça finalement. Ça permet d'avoir un texte quasi codificateur en matière d'installation intérieure. Voilà, les outils mis en œuvre par le gouvernement, ça on s'en est occupé, les conseils, donc Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, Comité national d'évaluation des normes, Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et le Conseil supérieur de l'énergie. Toutes ces structures ont été consultées et ont rendu des avis favorables. Concernant ces points-là, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que on n'a pas retrouvé, donc auprès de tous ces interlocuteurs, tous ces représentants divers et variés, on n'a pas trouvé de points bloquants quant à la démarche qui a été proposée. Voilà, le dernier point, en fait, on a profité aussi de l'occasion pour se rapprocher de ce qu'on appelle la nouvelle approche produite dans les textes communautaires. Et non plus, je dirais, une approche franco-française qui viendrait, je dirais, être télescopée par justement cette nouvelle approche communautaire qui fait quand même foi au niveau communautaire et donc ce qui s'impose à nous. Juste pour préciser, en fait, les contraintes que nous avons eues pour construire ce nouveau texte, c'est la dernière ligne, la nouvelle approche communautaire. On est parti d'un texte à obligation de moyens, très prescriptif, qui est très précis, avec... en fait, on nous donne un objectif et on nous dit comment le réaliser. Ça laisse vraiment aucune place à l'innovation. Donc on est obligé maintenant de prendre une autre approche en disant on va donner des objectifs à atteindre et ensuite on va laisser la liberté à ceux qui ont à réaliser ces installations d'apporter des réponses à ces objectifs. On a choisi, et on va vous le préciser un peu plus loin, de prendre un droit qui n'est ni un droit dur ni un droit souple. Alors on n'a pas encore trouvé de nom pour le préciser, mais vous allez voir sa nouveauté. Alors on avait des contraintes réglementaires, une évolution, et puis pourquoi la refonte sur le 2 août 77 ? Parce qu'il y avait aussi les évolutions techniques, bien sûr, qui étaient bloquées, et on devait tenir compte des nouveaux partis architecturaux. Par exemple, on découvre désormais des immeubles collectifs sans partie commune. Donc quand on a des immeubles collectifs sans partie commune et que dans un texte très prescriptif on vous dit le gaz ne peut être distribué que à travers les parties communes, ça devient compliqué pour réaliser une installation. Donc finalement on trouvait des astuces pour alimenter d'une certaine façon, on a préféré proposer des solutions et codifier.
Pareil, on s'aperçoit, comme tu le disais Dominique, on a tout un tas de textes réglementaires qui gravitent autour. Et des fois, ces textes nous racontent la même chose, mais avec d'autres niveaux de prescription. Alors on a essayé de se dire, soit on ne répète pas la même chose, c'est ce qui s'est passé pour les degrés coup-feu par exemple, on n'a pas reprécisé les degrés coup-feu, comme ça si le ministère du Logement décide de les changer, on n'a pas à réviser notre texte. Et il y avait d'autres mesures qui étaient édictées dans d'autres textes qui faisaient soit barrage à l'innovation, donc on s'en est détaché. Par exemple, les règles aussi sur la ventilation des logements. La ventilation des logements relève d'un arrêté le 24 mars 82. Pourquoi reciter des débits de ventilation dans un texte gaz alors que de toute façon, il suffisait de dire qu'une installation de gaz qui est installée dans un logement qui est conforme à l'arrêté du 24 mars 82 répond à l'exigence. Voilà. Donc ce sont quelques exemples comme ça. Bien sûr, les mises à jour, l'articulation avec l'arrêté de distribution. Et puis, on a essayé le plus possible de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun obstacle à l'innovation de demain. Alors, ça devenait nécessaire, mais pas n'importe comment. Et le ministère nous a quand même imposé un certain nombre de conditions. À la tête du CNPG, on a réfléchi et on a recueilli l'avis de la filière. Et déjà, de toute façon, à l'époque de la révision, donc il y a plus de 5 ans, la filière, ce qu'elle souhaitait qu'il soit prise en compte, je le répète à nouveau, c'était faciliter l'innovation. Elle souhaitait également que soit conservée la sécurité juridique, on y reviendra tout à l'heure, mais le fait de se dire les installations ne doivent pas être réalisées au détriment, la concurrence en fait ne doit pas être faite au détriment des règles d'installation. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir des règles qui sont peu précises, qui seraient très mal appliquées dans un cas et très durement appliquées dans l'autre. Voilà, donc il fallait quand même conserver un référentiel technique qui soit applicable à tous et reconnu par tous. Et ça, c'était un challenge pas si facile que ça, surtout si vous ne rendez pas le référentiel, que vous allez voir tout à l'heure, obligatoire. Et puis, ce qu'on souhaitait, c'est que les installations de gaz qui possèdent actuellement un très haut niveau de sécurité, on est aux alentours de 10-6 en termes de sécurité sur nos réseaux, eh bien, on savait que ce 10-6, il était atteint parce qu'il y avait des installateurs qualifiés, des formations, un règlement, etc., etc. Et en fait, vous prenez toutes les briques, vous en supprimez une ou vous en modifiez une, automatiquement, ça modifie le niveau de sécurité. Mais on ne sait pas dans quel sens. Vous voyez ? Donc on avait peur qu'un nouveau règlement qui soit trop laxiste fasse d'un seul coup chuter les bonnes performances et le niveau de sécurité de nos réseaux. Donc ça, c'était les inquiétudes de la filière et c'est ce qu'on a souhaité maintenir. Et puis il y avait deux volontés de l'administration. Alors concernant ces volontés de l'administration, la première c'était de rentrer dans le moule. Alors je m'explique. Aujourd'hui, l'arrêté de 77, il dit grosso modo que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Recours à des normes d'application obligatoire, recours à ceci, recours à cela, rien n'échappe à l'arrêté. Donc si c'est pas dans l'arrêté, vous pouvez l'oublier. Donc on a voulu sortir de ce dispositif et rentrer dans quelque chose de plus, une nouvelle approche justement, et donc rentrer dans quelque chose où tout ce qui n'est pas formellement interdit peut dans certains cas être autorisé, parce que c'est quand même assez différent. Et puis les évolutions réglementaires, oui, mais on a des obligations vues de notre maison administration, c'est faire en sorte que tout cela puisse se pratiquer sans surcoût pour les acteurs finaux, s'entend. Voilà, donc je dirais, c'est la contrepartie de cette ouverture. Voilà. Moi, je rebondis sur le sans surcoût pour les acteurs. Alors, on pourrait imaginer qu'un surcoût, c'est exclusivement parce qu'on rajoute une prescription. En gros, sur un réseau, on vous dit, la nouvelle réglementation, ça serait bien que vous rajoutiez un organe de barrage, par exemple. Donc là, c'est extrêmement facile. On va calculer le nombre de réseaux, on va calculer le nombre d'installations qui vont être réalisées et qui vont donc contraindre à rajouter un organe de barrage. Si on connaît le prix du robinet, c'est assez facile à faire. Mais en réalité, c'est pas ça qui est sans surcoût pour les acteurs. Je vais vous prendre un autre exemple, c'est vous autorisez la mise en œuvre d'une nouvelle technologie, une pile à combustible, une pompe à chaleur gaz, etc., etc. Bien, le législateur, il ne raisonne pas comme nous. Donc nous, on est arrivé, on lui a dit, non, il n'y a pas de surcoût, on fait juste que autoriser des solutions techniques supplémentaires, donc ça ne coûte rien. Et là, la réponse, c'est pas ça, c'est « Ah bon, mais ça sert à quoi votre nouveau produit ?»
Ça sert à faire du chauffage, de l'eau chaude par exemple. On peut même faire de la réfrigération et fabriquer de l'électricité, etc. Ok, très bien. Mais le chauffage et l'eau chaude, ça existe, c'est déjà fait. Il y a déjà des choses pour le faire, le chauffage et l'eau chaude par exemple. Alors, vous dites oui, alors qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour faire du chauffage et l'eau chaude? Réponds par exemple, chaudière à condensation. Combien ça coûte une chaudière à condensation? Ça coûte un certain prix, mais combien coûte